Novembre au Cap Griné. Les goélands planent au-dessus des falaises du Nord-Pas-de-Calais comme les pièces d'un mobile géant. Le temps semble suspendu dans l'attente d'un événement. Soudain, un petit groupe d'éclaireurs lance le mouvement, bientôt suivi par tout un cortège d'oiseaux qui passe au large du cap. C'est la grande migration de l'automne. Les escadrons se succèdent, décidés, infatigables, imperturbables. À l'approche de l'hiver, les oiseaux des pays froids n'ont plus rien à se mettre sous le bec. Alors, ils migrent vers le sud. Ces grands voyageurs se posent tout au long du littoral nord. Pour certains, ce n'est qu'une étape, mais d'autres resteront ici tout l'hiver. De la côte d'Opale à la baie de Somme, la pointe nord de la France est plus qu'un immense carrefour migratoire. C'est le paradis des oiseaux. Quel trésor cache ce désert plat et battu par les vents? Pourquoi tant d'espèces viennent s'y reposer, s'alimenter et se reproduire? Les dunes et les vasières du littoral nord révèlent l'un des visages de la France sauvage. Au pied des dunes, des friandises colorées attirent les passereaux dans les buissons. Grives et verdiers se régalent sur les argousiers aux fruits riches en vitamine C. Même les rouges-gorges, fauvettes et autres insectivores sont de la fête. Avec le froid, leurs proies se font rares. Ils s'improvisent donc végétariens. Ils n'ont pas le bec épais des granivores, mais ils cassent la graine comme les autres. Deux pulsations vitales animent le littoral nord, celle des saisons et celle des marées. Deux fois par mois, la pleine lune et la nouvelle lune provoquent les grandes marées. Et deux fois par an, aux équinoxes d'automne et de printemps, ce sont les marées extraordinaires, les plus hautes et les plus déchaînées. Les marées conditionnent le rythme de vie des habitants de cet étrange paradis. En hiver, les conditions sont rudes, mais les oiseaux venus du froid y sont parfaitement adaptés. À marée haute, les tadornes de Belon se rassemblent sur les terres et se reposent. Ces canards dorment face au vent et ne craignent pas la pluie. Leur plumage est parfaitement imperméable.
En hiver, les canards et les oies doivent accumuler assez de réserves pour pouvoir repartir vers les pays nordiques au printemps et réussir leur reproduction. C'est maintenant qu'ils se préparent. Et ils le font avec avidité. L'oie cendrée est végétarienne, mais elle aussi a les crocs. Son bec dentelé comme un couteau lui permet de cueillir les herbes et de filtrer l'eau. Le paradis des oiseaux lui offre des racines, des pousses et des graines. La baie de Somme semble attirer tous les oiseaux du monde. Les grandes marées poussent les huîtriers pies à se regrouper sur les rares bancs de sable restés à sec. Ils se comptent alors par milliers. Heureusement, l'huîtrier tolère bien la promiscuité, surtout s'il est contraint de patienter avant d'aller déjeuner. Le refuge semble être idéal, mais l'eau menace à nouveau. La mer se retire aussi vite qu'elle était montée. La baie redevient un désert de vases. Pourtant, dans ce désert, il y a de la vie. Un crabe émerge lentement, pas très bien réveillé. Le marchand de sable a eu la main lourde. Toute mandibule dehors, il est maintenant prêt à jouer son rôle de nettoyeur des plages. Les coquillages et les autres petits animaux aquatiques suivent eux aussi le rythme des marées. Lorsque l'eau se retire, ils s'enfouissent pour se cacher. La vase recèle des trésors. Des millions de créatures y prospèrent. En surface, crépitent de minuscules jets d'eau. Ils trahissent la présence des coques. Ces mollusques éjectent l'eau de leur respiration grâce à leur siphon. Sous l'eau, les coques sont ouvertes. La grande langue musclée qui sort de la coquille leur sert à se déplacer. En fait, c'est leur pied. Drôle d'anatomie. Les coques tirent la langue avec le pied. C'est aussi grâce à lui qu'elles s'enfouissent sous le sable.
Le couteau a des bords très tranchants, qui fendent le sable comme des lames aiguisées. Lui aussi se sert de son pied pour se cacher. Comme les coques et tous les coquillages, le couteau est complètement siphonné. Ces siphons lui permettent à la fois de respirer et de se nourrir en filtrant l'eau. Ces deux tubes élastiques font circuler le liquide et les particules qu'il contient. L'un aspire, l'autre expire. Des vers, des escargots, des étoiles de mer, des crevettes et d'autres bêtes étranges représentent un vrai trésor pour les oiseaux. Pour attraper de telles proies, il faut des outils spécialisés. Malgré son nom, l'huîtrier préfère les coques aux huîtres, qu'il ne consomme que rarement. Son bec solide fonctionne comme une infernale machine à coudre. Il lui permet de repérer, d'ouvrir et d'engloutir des centaines de mollusques le temps d'une marée. Pour ouvrir une coque, l'oiseau introduit son bec entre les deux valves et sectionne le muscle qui les relie. Avec son long bec courbe, le courlis parvient à attraper des animaux enfouis profondément, y compris sous l'eau. Pas de concurrence entre les oiseaux. Chacun son outil, chacun ses proies. Après le repas, une petite toilette s'impose. L'huîtrier pie rince son plumage et s'endort sur une patte, histoire de reposer l'autre. Plus loin, dans la baie d'Oti, les veaux marins se prélassent. Quand ils redressent à la fois la tête et les pattes, on dit qu'ils bananent. Mais cette posture comique a une fonction bien précise. Elle préserve la chaleur des membres peu protégés par la graisse en évitant le contact avec l'eau froide. Comme les oiseaux, les phoques vivent au rythme des marées. Mais contrairement à eux, ils se nourrissent sous l'eau et se reposent sur les bancs de sable à marée basse, en attendant paresseusement que l'eau remonte.
fin mars. Une brume printanière enveloppe la baie de Somme. Au paradis des oiseaux s'ouvre la longue période de nidification. Les mouettes rieuses ont installé leur colonie sur un îlot qui leur offre la sécurité. Nidifier en groupe est un avantage. Plus il y a d'oiseaux, plus il y a d'yeux pour repérer les prédateurs. Et plus il y a de becs pour se défendre en cas d'agression. Au printemps, la mouette rieuse change de costume. Elle porte un masque nuptial couleur chocolat. Elle parade, tête baissée, en une posture caractéristique. Les partenaires s'orientent dans des directions différentes pour éviter la menace du bec pointé vers l'autre. C'est une attitude pacifiste. La pulsation des saisons entraîne une nouvelle migration. Pour les visiteurs de l'hiver, comme les oies cendrées, il est temps de repartir vers leur pays nordique pour se reproduire. D'autres migrateurs arrivent tout juste d'Afrique. Ceux-là viennent du Sénégal ou de Mauritanie pour nidifier ici, le long du littoral nord. Les tadornes surveillent du coin de l'œil les nouveaux arrivants. Ce sont de drôles d'échassiers. La spatule doit son nom à son bec qui lui sert surtout à balayer l'eau pour se nourrir. À moitié rassuré, le tadorne ouvre l'œil, ou plutôt il fait semblant. Des taches blanches apparaissent sur ses paupières quand il ferme les yeux. C'est un leurre, un simulacre d'œil ouvert. Les spatules cherchent des matériaux pour construire leur nid. La tâche n'est pas si simple. Mais où peuvent bien s'installer des oiseaux aussi encombrants ? Pour les grands échassiers, c'est la pinède qui offre le refuge idéal. La cime des arbres est une assurance contre les prédateurs, comme les îlots pour les mouettes rieuses. Les hérons cendrés sont arrivés les premiers pour construire ou restaurer le nid de la saison précédente. Mais dans la héronnière, on ne trouve pas que des hérons. Les espèces se mélangent, profitant de la sécurité générale du rassemblement.
aigrettes garzettes, spatules et cigognes blanches emménagent aussi pour plusieurs semaines au sommet des pins. Tous sont en plumage nuptial. L'aigrette porte des aigrettes, bien sûr, de longues plumes de séduction. Le héron, lui, rougit avant l'amour. Son bec jaune terne devient orange vif et même rouge chez les plus fervents. La spatule a la gorge maquillée en orange et une huppe sur la tête. Un vrai défilé de mode. Toutes ces fioritures sont des signaux visuels destinés aux parades et à la reproduction. Tandis que la spatule joue les contorsionnistes, le héron enduit son plumage d'une poudre grasse qu'il récolte sur le duvet de sa poitrine. Il porte sur lui sa propre crème de soin. Dans la héronnière, la cohabitation n'est pas toujours paisible. La crête hérissée et le bec en avant sont des gestes de menace. En pleine bagarre, le héron fait mine de remettre son nid en ordre. C'est un geste de substitution pour évacuer un excès de nervosité. L'assurance du héron fait fuir l'adversaire. Ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais le plus déterminé, celui qui se sent le plus légitime. Au paradis des oiseaux, on trouve aussi des mammifères. En broutant, le chevreuil débroussaille les lieux. Il malaxe ses aliments avec ses molaires. En fait, il rumine, tout comme les vaches. Importée d'Écosse, la vache Highland est une race rustique, particulièrement adaptée aux zones humides. En broutant, elle ouvre à la lumière les espaces sauvages protégés de la côte d'Opale. Entre la mer et les dunes, une gracieuse créature vient tout juste de se poser sur l'eau. Avec ses longues jambes, l'avocette élégante mérite bien son nom. Pour la nidification, la colonie des avocettes s'est installée juste en face de celle des mouettes rieuses. Ça fait du monde. Et ça fait du bruit. Mais qui est ce drôle d'espion à lunettes qui assiste au spectacle? C'est le petit Gravelot. Son collier noir et ses lunettes jaunes sont des attributs amoureux. Lui aussi voudrait bien participer à la grande parade de printemps. Mais il cherche encore sa partenaire. Pour se séduire, les avocettes font d'abord semblant de se laver. C'est une façon de se reconnaître, de s'apprivoiser. Très excité, le mâle tourne autour de la femelle. Si elle est consentante, aucune ambiguïté. Elle baisse la tête et soulève la croupe,
ce qui rend le mâle encore plus nerveux. L'accouplement est rapide, aussitôt suivi d'une prise de bec, symbolique. La mouette rieuse n'accepte l'accouplement que si elle obtient son petit cadeau de noces. Vénale la mouette? Elle doit simplement s'assurer que le mâle est un bon pêcheur, qu'il sera capable de nourrir la couvée et qu'il transmettra de bons gènes à ses descendants. Pas folle la mouette. L'espion s'est enfin trouvé une partenaire. Le petit gravelot tape des pieds solennellement. Il frime, gonfle le torse et étale sa queue. Et ça marche. Les avocettes aménagent un nid sommaire. Un peu de ménage et hop, un simple creux dans le sol fera l'affaire. En mai, de nouveaux migrateurs survolent les vasières du littoral, comme les oies quelques semaines plus tôt. Chez eux, dans les pays du Nord, le printemps est plus tardif que chez nous. Les pluviers, les bécassos et les barges sont tous en plumage nuptial. Ils vont rejoindre l'Islande, la Scandinavie ou la Sibérie pour se reproduire. La migration est un phénomène complexe qui s'étale sur presque toute l'année. Entre les voyageurs précoces et les retardataires, les migrateurs qui arrivent et ceux qui repartent, les oiseaux se retrouvent dans des embouteillages comme dans un chassé-croisé de vacanciers. Un épais brouillard enveloppe le paradis des oiseaux. Les vagues rejettent vers la plage de larges paquets d'écume de mer. Cette mousse n'est pas la conséquence d'une pollution chimique. Depuis quelques années, elle s'explique par la prolifération spectaculaire d'un certain type de plancton végétal. En mer, l'épaisseur de la mousse peut atteindre 2 mètres. Les puces de sable sont des crustacés, des cousines des crevettes. Elles ne piquent pas. Elles se nourrissent de débris divers amenés par la mer. Ce sont les petites nettoyeuses des plages. Petites mais indispensables. Elles servent aussi de nourriture aux oiseaux.
Au-dessus de la plage, les dunes marquent la frontière entre l'univers mouvant des vases et le monde terrestre. Elles ne sont jamais recouvertes par la mer. Des plantes peuvent donc y pousser. Parmi elles, l'Oya est une originale. Elle aime les terrains secs et nus que les autres végétaux évitent. Ses racines profondes fixent le sable et évitent l'érosion. L'Oya crée les dunes et les protège. Les lapins de Garenne creusent facilement ce terrain malléable. Le sable est leur maison. Ils ne s'aventurent jamais très loin de leur terrier, les oreilles aux aguets, le nez agité pour mieux sentir l'environnement. Toute la famille lapin rassemble ses crottes dans des endroits précis pour délimiter son domaine. Ces latrines forment un engrais précieux pour les plantes dans ce milieu sableux. Dans la héronnière, les poussins des spatules grandissent très vite. Ceux-ci ont à peine 2 semaines. Les parents ne régurgitent pas la nourriture. Les jeunes se servent directement dans leur jabot. La marque jaune et rouge sous la gorge des adultes leur sert de repère visuel. Heureusement, leur bec est encore mou. Dans les îlots de sable, c'est l'heure du bain pour les mouettes rieuses. La toilette collective renforce les liens sociaux dans la colonie. Au mois de juin, celle-ci s'est bien agrandie. Dès les premières heures de leur existence, les poussins sont capables de se déplacer. C'est une question de survie. Leur duvet bariolé facilite le camouflage. Chez les voisins, les poussins commencent aussi à s'émanciper. La petite avocette sait déjà se nourrir seule. Jusqu'à ce que son bec soit nettement retroussé, elle se contente de picorer.
Comme la Vaucette, le jeune huîtrier a déjà un bec très identifiable. Chacun est une miniature de l'adulte, une promesse pour son espèce. Au paradis des oiseaux, le héron cendré est un prédateur, un redoutable sniper. Son bec lui sert de fusil à lunettes, un viseur de haute précision qui l'aiderait même à compenser la déformation due à la surface de l'eau. Pour les autres oiseaux, les chasseurs sont des ennemis potentiels, des tueurs de poussins. Le héron a repéré un caneton égaré dans les hautes herbes. Mais il chasse trop près de la colonie de mouettes. C'est l'attaque aérienne. Et les mouettes rieuses ne rigolent pas. Le héron est harcelé de tous côtés. Même les foulques s'en mêlent. Tuer un oisillon peut sembler cruel, mais le héron a, comme les autres, des petits à nourrir. Les sangliers aussi menacent les oisillons. Ce ne sont pas de tranquilles herbivores, mais des omnivores gloutons. Ils mangent des racines, des graines, des champignons, mais aussi des mulots, des œufs et des poussins. Les marcassins portent une tenue de camouflage jusqu'à l'âge de 6 mois. Ils sont quasiment invisibles dans les branchages de la pinède. Retour au sommet des pins, les jeunes spatules font de la gymnastique pour se muscler les ailes.
Depuis son nid, le jeune héron attentif montre déjà un regard de prédateur. Pour lui comme pour les spatules, le grand jour du premier vol approche. Au large de la baie de Somme, d'autres prédateurs pêchent en profondeur. Les phoques sont les stars des lieux. Deux espèces fréquentent le nord de la France. Les phoques gris, qui ont un long museau, et surtout les veaux marins, typiques des bancs de sable. À marée basse, les veaux marins se chauffent au soleil. Peu habiles à terre, ils rampent comme de grosses chenilles maladroites. Entre les dunes, les vents ont creusé le sable. Ici et là, l'eau douce affleure. Elle attire des libellules qui se posent sur les iris. À milieu exceptionnel, habitants exceptionnels. Les mares dunaires accueillent des plantes rares. Des tapis de mourons délicats et des orchidées sauvages s'y épanouissent et colorent le littoral nord. Aucune plante terrestre ne résiste à l'eau salée, mais à l'abri des vagues, l'oya et les autres plantes pionnières transforment le désert de sable en prairies fertiles. Dans la baie de Canche, un autre univers, minuscule, s'agite dans la chaleur de l'été. Des insectes prospèrent sur la végétation et préparent les futures générations. Les charançons et les coccinelles fêtent les beaux jours au sommet des tiges. Mais qui dit proie, dit prédateur. La cicindelle est une machine de guerre. Des mandibules d'acier, des pattes hypermobiles. Voici l'animal terrestre le plus rapide du monde à son échelle. C'est le mini-guépard de la dune. Elle va si vite qu'elle est obligée de s'arrêter régulièrement, car ses yeux ne suivent pas le mouvement.
Pour la larve de fourmilion, la patience remplace la vitesse. Elle creuse un cratère dans le sable, s'enterre au centre et ne laisse dépasser que ses mandibules. Et elle attend. Des heures, des jours, des semaines s'il le faut. Une proie glisse enfin dans le piège. Elle essaye de s'échapper, mais le fourmilion lui jette du sable pour précipiter sa chute. La fourmi est condamnée. Le trachémoteux fréquente les mottes de terre ou de sable. Pour lui, la dune est un terrain de chasse. Comme beaucoup de visiteurs d'été, c'est un insectivore. L'automne venu, il partira vers le sud où il trouvera des insectes. Mais tous les insectes ne sont pas comestibles. Ces chenilles dévorent un sénesson, une plante toxique. Elles assimilent le poison et deviennent elles-mêmes nocives, d'où leur couleur vive d'avertissement. Adultes, elles font un papillon tout aussi coloré et tout aussi infect, l'écaille du sénesson. Perchés sur une autre plante toxique de la dune, le forbe maritime, les escargots attendent des heures plus fraîches. Le jour, ils restent accrochés au sommet des tiges pour éviter de cuire sur le sable brûlant. La nuit venue, les mollusques, affamés, se jettent sur la végétation. L'été s'en va et les escargots font des réserves avant l'hibernation. Le littoral nord n'est pas un désert uniforme de sable et de vases. Des insectes, des phoques, des milliers d'oiseaux de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs animent chaque parcelle de paysage. Des espaces protégés les attirent. À nous de les préserver pour qu'ils accueillent encore longtemps un tel festival de vie sauvage. Les canards et les oies venus du nord annoncent déjà le retour de l'automne. Au paradis des oiseaux, un cycle de saison s'achève, un autre commence.